Alors dans cette vidéo, nous allons étudier l'équilibre du monopole. Dans un premier temps, donc, nous allons définir ce qu'est un monopole, mettre en évidence ses avantages, puis nous allons montrer comment nous pouvons obtenir un équilibre en situation de monopole et nous terminerons en comparant la situation d'équilibre en monopole avec la situation d'équilibre en concurrence pure et parfaite. Alors qu'est-ce qu'un monopole? Quels sont les avantages du monopoleur? Déjà, attention au vocabulaire. Le monopoleur, c'est en fait le nom de l'entreprise qui est en situation de monopole. Le monopole, c'est la situation où un seul producteur fait face à un très grand nombre de demandeurs. Pour faire simple, une seule entreprise est présente sur le marché face à un très grand nombre d'acheteurs. On distingue plusieurs types de monopoles. On a par exemple le monopole légal, lorsque en fait ce seront les pouvoirs publics qui auront donné l'autorisation à une seule et unique entreprise de pouvoir exercer sur un marché donné. On peut également avoir un monopole naturel. Alors le monopole naturel, il est juste lié au fait que dans certaines activités, il y a des coûts fixes qui sont très élevés, par exemple dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la construction de centrales nucléaires, etc. etc. Donc ces activités nécessitent en fait d'importants engagements financiers, des coûts fixes très importants, ce qui fait que si on veut rentabiliser bien évidemment ces coûts fixes, il va falloir pour les rentabiliser produire un très grand nombre d'unités, fabriquer beaucoup de produits. Donc sous-entendu, il va falloir occuper une très grande part du marché. Ce qui fait que s'il y a plusieurs entreprises qui se partagent le marché, cela sera difficile en fait d'être rentable pour ces entreprises. Donc il est vrai que on tend naturellement vers une solution où il n'y aura plus qu'une seule entreprise qui sera présente sur le marché. On a également le monopole technologique, lorsqu'une entreprise va, grâce à une innovation, pouvoir se différencier de la concurrence et finalement se retrouver toute seule, en tout cas pour une durée limitée. On a également, pour information, le monopole géographique. Bon, voilà, c'est tout bête, hein. Imaginez un boulanger qui est tout seul dans une ville et la boulangerie la plus proche est à 50 km. Bon, on peut considérer qu'il est en situation de monopole. Donc, bien évidemment, la situation de monopole correspond à une situation de concurrence imparfaite puisque l'hypothèse d'atomicité n'est pas validée. Donc, dans le cas présent, on n'a pas de concurrent, ce qui en soi est générateur bien évidemment de barrières à l'entrée, hein, puisque les entreprises qui aimeraient entrer sur ce marché et qui en ont la possibilité, hein, on enlève bien évidemment le monopole légal, dans ce cas-là, effectivement, ces entreprises seront dissuadées compte tenu du fait qu'il va déjà y avoir sur le marché une sorte de méga entreprise qui sera présente. Donc ce sera difficile pour les concurrents en fait, de s'installer sur ce marché et de se faire une place. Donc l'entreprise qui est présente sur le marché, qui est toute seule, donc le monopoleur, hein, bien évidemment n'est pas en situation de preneur de prix, de price taker, elle est en situation de faiseur de prix, de price maker. Ce qui va générer bien évidemment une rente, autrement dit des surprofits. Alors petit bémol bien évidemment concernant la notion de price maker. Quand on dit que le monopoleur est en situation de price maker, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir pratiquer n'importe quel prix. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir fixer son prix à un niveau complètement fou, bien évidemment. Il doit tenir compte de la demande. Autrement dit, si le monopoleur désire vendre plus de produits, il va devoir baisser son prix. Alors concrètement, comment arrive-t-on à une situation d'équilibre quand on a face à nous un monopole? Alors graphiquement, on va toujours bien évidemment mettre en place en abscisse nos quantités, nos prix. On va replacer nos courbes de coût moyen et de coût marginal. On se souvient que la courbe d'offre correspond à la partie croissante de la courbe du coût marginal située au-dessus de la courbe du coût moyen. Je vous renvoie à la vidéo sur la maximisation des profits pour bien comprendre pourquoi effectivement on a cette spécificité, cette caractéristique entre le coût marginal et l'offre. Bien évidemment, la courbe de demande est une fonction décroissante du prix, sachant que dans le cas présent, la courbe de demande en fait correspond à la recette moyenne. Bah oui, en fait, dans le cas présent, la courbe de demande, c'est la recette moyenne pour la simple et bonne raison que c'est la recette qui est perçue par unité vendue. Et quand on y réfléchit, la recette perçue par unité vendue, c'est tout simplement le prix en fait.
On rajoute également la courbe donc, de recette marginale. Alors, pour information, la pente de la courbe de recette marginale sera plus importante que la pente donc, de la courbe de demande, pour la simple et bonne raison que si le monopoleur décide de vendre une unité supplémentaire, il doit automatiquement baisser son prix. Sinon, les acheteurs ne seront pas incités à acquérir de nouveaux biens. Donc comme il doit bien évidemment, pour pouvoir produire plus, baisser son prix, ça signifie en fait que la recette marginale aura tendance à diminuer, bien évidemment, elle sera décroissante, et dans le cas présent, bien évidemment, elle diminuera plus rapidement que la recette moyenne. Alors, de manière très classique, le volume de production optimal est obtenu quand la recette marginale est égale, bien évidemment, au coût marginal. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo sur la maximisation du profit. Donc, à l'équilibre, on aura des quantités qu'on appellera Q étoile. Alors, dans un premier temps, quand on est en situation de monopole, on détermine les quantités à l'équilibre. Dans un deuxième temps, il va falloir déterminer le prix pratiqué par l'entreprise en situation de monopole. Eh bien, le prix que va pratiquer en fait le monopoleur pour une quantité Q étoile sera tout simplement déterminé en fonction de la courbe de demande. Donc pour le retrouver, il suffira simplement de se placer en abscisse sur les quantités à l'équilibre et de regarder, bien évidemment, sur la courbe de demande, le niveau de prix correspondant. Deux remarques. Première remarque déjà, le monopoleur fixe un prix de vente qui est supérieur au coût marginal. Donc on voit déjà qu'on a une différence importante avec la situation de concurrence pure et parfaite. Deuxième remarque importante, le prix de vente est plus élevé en situation de monopole qu'en situation de concurrence pure et parfaite, et les quantités échangées à l'équilibre sont plus faibles. Alors, on va comparer l'équilibre en situation de monopole avec l'équilibre en situation de concurrence pure et parfaite, pour voir en fait dans quel cas on aura une allocation optimale des ressources et dans quel cas ce ne sera pas véritablement vérifié. Alors à gauche donc, on voit apparaître donc les différentes courbes qui vont nous servir pour déterminer l'équilibre en situation de monopole. Notre quantité à l'équilibre, notre prix qui ici va correspondre donc au prix pratiqué par le monopoleur avec l'intersection avec la courbe de demande. À droite, donc concurrence pure et parfaite, c'est beaucoup plus facile, courbe de demande décroissante, courbe d'offre croissante par rapport au prix, l'équilibre étant l'intersection bien évidemment entre les deux. Première remarque, le prix est plus élevé donc en situation de monopole qu'en situation de concurrence pure et parfaite. On l'avait déjà évoqué précédemment. Deuxième remarque, les quantités échangées sont moins élevées en situation de monopole qu'en situation de concurrence pure et parfaite. Ça aussi, nous l'avions d'ores et déjà évoqué. Troisième remarque, le surplus du consommateur est moins élevé en monopole. À gauche, vous voyez qu'il vient d'apparaître. Comparativement à celui de droite, on voit très rapidement, bien évidemment, que le surplus du consommateur est plus élevé en CPP qu'en situation de monopole. Pour bien comprendre les notions de surplus de consommateur, surplus du producteur, de la collectivité, etc., je vous renvoie également à la vidéo correspondante. Quatrième remarque, le surplus du producteur est plus élevé en situation de monopole qu'en situation de concurrence pure et parfaite. En fait, on voit qu'on a un transfert de surplus qui se fait au détriment du consommateur, à l'avantage du monopoleur. Cinquième remarque, dans le cadre du monopole, on remarque la présence d'une perte sèche, qu'on appelle également la charge morte du monopole. C'est le fameux triangle donc de Harberger, qui montre justement, dans le cas présent, que en situation de monopole, il n'y a pas d'allocation optimale des ressources, à l'inverse de la situation en concurrence pure et parfaite, puisque le surplus de la collectivité, dans ce dernier cas, est plus élevé, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de perte sèche. Alors l'équilibre en situation de monopole est-il optimal? On a déjà commencé à répondre à cette question, mais on va un petit peu approfondir. Donc déjà, on a mis en évidence le problème d'inefficience allocative, souligné donc par Harberger. Autrement dit, on a dit qu'il y avait un prix plus élevé en monopole qu'en concurrence pure et parfaite, et que les quantités échangées étaient plus faibles en monopole qu'en concurrence pure et parfaite. Mais ça ne suffit pas, on va rajouter deux autres éléments de réflexion. Deuxièmement, on remarque qu'il y a également un problème d'inefficience productive
qui a été mis en évidence par Leibenstein, c'est ce qu'il a appelé en fait l'inefficience X. C'est-à-dire que les coûts marginaux vont augmenter plus fortement en situation de monopole qu'en situation de CPP, et les coûts moyens vont également augmenter plus fortement en situation de monopole qu'en situation de concurrence pure et parfaite. Troisième problème, un problème d'insuffisance des dépenses en recherche et développement qui a été mis en évidence par Dasgupta et Stiglitz. Autrement dit, le monopoleur, l'entreprise en situation de monopole, va fournir moins d'efforts en matière de recherche et développement que si elle était en situation de concurrence pure et parfaite. Donc globalement, on voit bien évidemment que la production de richesse en situation de monopole est sous-optimale.